besoin de pondre un entrepreneur à tous les jours. Oui. Parce que l'économie va pas bien et que c'est seulement grâce aux petites et moyennes entreprises qu'on va s'en sortir. Et donc j'avais atteint certains sommets jusqu'à être nommée en 1989-90 l'employé modèle mondial. Wow! Et je lui avais demandé à ce moment-là de m'augmenter à 50 000 $. Il m'a dit, mais on est en récession. Et donc, quelques mois après, j'étais passée à 50 000. Wow! Saviez-vous que RAD a récemment lancé un balado qui s'appelle Le Balado de RAD? Si tu ne connais pas encore RAD, qui est le laboratoire de journalisme de Radio-Canada, je t'invite à découvrir ce balado dès maintenant. C'est animé par le journaliste Olivier Arbourmas qui s'assoit avec des gens pertinents dont il ne découvre l'identité seulement quand l'enregistrement commence. D'ailleurs, on lui souhaite bonne chance. Ça donne des échanges authentiques et des discussions spontanées qui vont certainement vous intéresser. Un peu comme aller prendre un café avec des amis de longue date. Si ça pique votre curiosité, je vous invite à découvrir le balado de RAD sur l'appli de Radio-Canada Audio. Le lien est dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, Madame Henkel, bienvenue sur Startup Podcast. Vous êtes une des premières femmes à être devenue une personnalité publique grâce à l'entrepreneuriat où vous vous êtes mis de l'avant. Vous êtes devenue un modèle pour les jeunes femmes entrepreneurs. Il y a de ça, je pense, 10 ans à peu près. Un peu plus. Un peu plus que 10 ans. Mais bref, vous avez été un modèle ultra inspirant et on est privilégié de vous recevoir aujourd'hui et d'en apprendre un peu plus sur votre histoire et sur ce que vous faites aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous plonger un peu dans quand vous êtes arrivé ici au Québec? Comment ça a commencé pour vous, votre histoire avec l'entrepreneuriat? Bon, d'abord, merci. Merci de me recevoir. Merci, Chloé. Merci aussi à vous. Franchement, je trouve que, on disait tout à l'heure, on parlait de jeunesse, et puis moi, je trouve que c'est là où il faut aller. C'est nos jeunes, puis leur dire que c'est encore possible, malgré qu'on entend des choses qui sont pas toujours le fun. On a l'impression que vous avez souvent envie de baisser les bras en disant, ben, on ne peut plus rien faire, tout a été fait. Au contraire, tout est à faire et à refaire, je dirais. Comment j'ai commencé dans l'entrepreneuriat? Alors, je suis arrivée au Québec en 1990. J'étais déjà maman de 4 enfants. J'avais une maman malade. Et puis, je n'avais pas du tout l'intention de me lancer en affaires. Je venais pour travailler. Je venais pour subvenir aux besoins de la famille, puis permettre à mes enfants d'aller à l'école et puis d'obtenir leur diplôme. Et puis voilà, la vie, quoi, la vie normale. Malheureusement, ça ne s'est pas présenté comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, la vie a sa façon de nous guider. Hein. On pense quelque chose, on veut quelque chose, on croit que ce quelque chose est ce qu'il faut pour nous, mais la vie dit j'ai d'autres plans pour toi. Donc, j'ai vécu beaucoup de défis, mais beaucoup de refus aussi sur l'atteinte de postes de dirigeantes ou tout simplement de managériaux. Pour les raisons que j'avais pas assez de connaissances sur le système canadien-québécois. Bon, je ne savais pas ce que ça voulait dire, parce que j'avais quand même tout un parcours professionnel avant. C'était quoi votre parcours professionnel avant? Mais j'ai fait beaucoup de bonnes choses. J'ai travaillé pour une très, très grosse entreprise américaine qui s'appelait Pullman Kellogg. J'ai été la conseillère politique et économique de l'ambassadeur des États-Unis pour le département d'État américain pendant 10 ans. Donc, c'est des postes qui requièrent énormément de recherche, de savoir-faire, de savoir-être. Et donc, j'avais atteint certains sommets jusqu'à être nommée en 1989-90 l'employé modèle mondial. Wow! Donc, c'est pas rien. Mais quand je suis arrivée ici, on m'a dit que c'était pas assez. Donc, il fallait que je recommence au bas de l'échelle. Je suis curieuse de savoir, en tant que femme immigrante avec la famille et tout ça ici, justement, ça fait comment d'arriver dans un environnement où vous vous faites dire que tout ce que vous avez vécu, ça vaut rien, mais ça vaut pas assez, justement, parce que je pense que c'est la réalité de plusieurs immigrants, malheureusement. C'est encore, effectivement. Donc, tu sais, comment qu'on se sent à ce moment-là dans ce genre de « OK, ça vaut rien, mais ça vaut tout », là, tu sais, c'est quand même des gros efforts qui ont été faits. Mais écoutez, c'est très difficile sur l'être humain. D'abord, parce que c'est une question de fierté personnelle, mais c'est aussi de dignité, je dirais, personnelle. C'est comme si une personne, quelque part, qui ne te connaît absolument pas, qui décide pour toi, qui vient de te juger, qui a été non seulement juge et juré,
et qui décide que t'en vaut pas la peine. Parce que probablement qu'il ou elle n'a pas pris la peine de comprendre, de vouloir voir au-delà de l'immigrante seulement. Alors c'est ça qu'on vit quand on arrive dans un pays, malheureusement, et malgré l'ouverture de ce pays, je vois que même en 2024, il y a énormément d'histoires malencontreuses, malheureuses. Et je vais peut-être un peu plus vite par rapport à vos questions, mais c'est une des raisons pour lesquelles, depuis plus de 25 ans, je parle d'entrepreneurs, je parle de diversité, bien avant que ça devienne, entre guillemets, quasiment une mode. Ouais. Diversité, inclusion. Oui. Donc depuis toujours, j'essaye d'expliquer ce que c'est que d'être différent. Que nous sommes toutes et tous différents de toutes les façons. Je vous regarde, vous, je regarde Chloé, vous êtes diamétralement opposés. De par vos parcours, de par votre âge, de par vos fonctions, de par votre façon d'avoir été élevé, c'est déjà là la différence. Donc, je m'en fous d'où vous venez. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous avez à apporter, qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble. Vos différences, c'est une richesse, au contraire. Donc, c'est dommage de ne pas aujourd'hui en être arrivé à comprendre cela. On a besoin de tout. On a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de cerveau, on a besoin de complémentarité, on a besoin de différence, on a besoin de sentir qu'on a tous une place, tant et aussi longtemps qu'on veut contribuer à l'essor d'une société, pas d'être un parasite de la société. Pourquoi est-ce qu'on ne nous accueillerait pas? Donc, j'ai souffert de cela. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai hérité d'un caractère fort. J'ai hérité d'une capacité et une résilience hors norme. Parce que ça a été tellement déstabilisant, tellement insultant, que j'aurais pu trouver toutes les raisons possibles de dire « Bof, on veut pas de moi, je veux pas d'eux, je repars. » N'importe où ailleurs. Mais c'est pas mon style. Mon style, c'est « Ok, tu viens de frapper un mur. Ça fait mal. Mais c'est un choix que tu as fait. Donc tu fais quoi là? Est-ce que tu victimises ou est-ce que tu trouves des solutions? » Donc je me suis mis en mode solution. Et ça m'a amené là où je suis. Wow, c'est très beau. Puis qu'est-ce qui s'est passé justement à ce moment-là? Vous arrivez ici, vous vous faites dire que bon, c'est pas toutes les portes qui sont ouvertes, on va dire ça comme ça. Il n'y en avait aucune qui était ouverte. C'est ça. Alors, comment avez-vous pris action à ce moment-là? J'ai pris un premier emploi. Je faisais un peu plus de 90 000 $ US en 90, donc c'est quand même pas mal d'argent. Je suis arrivée ici, puis le premier emploi que j'ai eu, on m'a offert 19 000 $ canadiens. Donc, avec 4 enfants, puis il faut payer des loyers, puis il faut les habiller, puis il faut vivre, il faut manger. Je savais pas trop bien comment j'allais faire, puis je pensais que c'était vraiment une joke à ce moment-là, mais ça a été une réalité. Donc, j'ai réussi à postuler dans d'autres domaines, et je me suis fait offrir un poste de secrétaire pour 25 000 $ par année. J'ai pu travailler en quelques mois, je pense que ça a pris 2 mois et demi, 3 mois. J'avais promis à la personne que je démontrerais mes capacités et mon patron a vu un peu ce que j'étais capable d'accomplir et je lui avais demandé à ce moment-là de m'augmenter à 50 000 $ et il m'a dit mais je peux pas, c'est pas possible. Donc j'ai dit très bien, si c'est pas possible j'irai chercher un autre travail. Il m'a dit mais on est en récession. J'étais en 91, 90, 91, 92. Et j'ai dit, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, la récession. Tout ce que je sais, c'est que je viens de quitter tout un pays, j'ai des racines et des enfants et j'ai une responsabilité. Récession par récession, je vais trouver le moyen. Et donc, quelques mois après, j'étais passée à 50 000. Wow! Donc, mais c'est pas le fait de tenir tête, c'est le fait de livrer la marchandise. Je dis souvent qu'on peut parler... on peut tout dire, on peut raconter, mais en bout de ligne, il faut démontrer, il faut faire. Il faut aussi prouver. C'est ce que j'ai passé ma vie à faire. Et je crois aussi que c'est le lot de la plupart des femmes, malheureusement.
C'est que je dis pas que les hommes ne doivent pas prouver, ne doivent pas faire, mais les femmes, on dirait qu'on doit faire toujours plus, un peu plus, démontrer plus. Hein? C'est comme si c'était pas assez que d'être, que de savoir, que de participer, que d'avoir étudié, que d'avoir réussi sa vie, gérer une famille, gérer des enfants, gérer une maman malade, gérer à trouver des emplois et à livrer la marchandise. Je pense que ça démontre pas mal la capacité d'une femme à gérer des crises. Totalement. Je suis bien d'accord avec ça. C'est comme, mais de ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est comme si la société, parfois, puis je pense pas que c'est une mauvaise intention, mais choisit un peu de mettre le focus aux mauvaises places. Tu sais, tantôt, on parlait par rapport à l'immigration, là, on parle un peu de la place de la femme, peu importe. Puis, comme on choisit d'attribuer de l'importance à des facteurs, des caractéristiques qui ne sont pas tant, finalement, tu sais, puis... Mais c'est parce qu'on juge tout de suite. C'est tout ce qui ne nous ressemble pas nous fait peur. Au lieu de, au contraire, d'aller fouiller, d'être curieux d'un parcours, curieux d'une histoire, curieux d'un pays, curieux d'une culture, curieux de tout. C'est ça la vie, c'est la curiosité. Je dis souvent à mes enfants, je leur ai enseigné à être curieux et curieuse, mais je leur ai dit, ça ne voulait pas dire d'aller fouiller dans le sac de l'autre, mais plutôt de toujours poser une question qui va t'amener à comprendre pourquoi tout d'un coup tu penses que tu n'aimes pas cette personne. Qu'est-ce qui vient de se passer qui te donne cette impression-là? Qu'est-ce qui t'a dérangé dans cette personne? Est-ce que c'est parce qu'elle parle différemment? Est-ce que c'est parce qu'elle a l'air, d'être plus fort? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait où il s'en va puis ça dérange? Qu'est-ce qui dérange? Et c'est là où il faut se poser des questions sur soi. Mais je pense que souvent, il n'y a pas assez cette maturité-là de vouloir soi évoluer et se mettre soi en mode d'évolution personnelle. Quand on finit par critiquer l'autre, c'est parce que soi, on n'est pas bien. On n'a pas suffisamment confiance en soi. On est dérangé par certaines choses alors qu'on ne devrait pas. Parce que chacun a sa place, chacun a son parcours. Chacun est différent. Il n'y a personne qui peut être l'autre. Pas du tout. Je peux être moi, mais tout en respectant l'autre. On vous introduit à une séquence bien spéciale, celle du coup de cœur Startup. L'idée est simple, on adore découvrir des entreprises québécoises et on avait envie de vous en faire découvrir plus. Cam et moi allons donc vous parler d'entreprises chez qui nous consommons nous-mêmes le produit ou le service. Et là, on commence avec une entreprise que j'affectionne beaucoup. Toutes les personnes qui sont passées chez vous, Claude, s'entendent pour dire que la cuisine est incroyable. La table, les comptoirs, tout est impeccable. On sent que les matériaux ont été choisis avec soin. Ça ajoute tellement d'élégance et de chaleur aux pièces. Ben merci, t'as bien raison. Alors là, si vous êtes comme nous et que vous aimez combiner les tendances et la fonctionnalité, vous allez adorer ce que Comptoir Design a à offrir. C'est une entreprise de l'Estrie qui se spécialise dans la confection de comptoirs de granit, quartz et marbre sur mesure. Chez moi, nous avons travaillé avec Comptoir Design et nous ne pourrions être plus satisfaits des produits et du service. Alors si ça vous intéresse, on vous invite à consulter la description de l'épisode où vous trouverez un lien vers le site internet de Comptoir Design. D'accord, 100%. Il y a quelque chose de beau aussi dans justement la complémentarité et puis tout ce que les différences peuvent apporter, tu sais. Puis il faut savoir le reconnaître, mais je suis d'accord aussi. Ça me fait trop penser à notre discussion qu'on avait dans l'auto tantôt. Ben oui! C'est ça, on dirait que c'est tellement ça, parce que moi puis Claude, on est complémentaires, mais tu sais, aussitôt qu'il y a quelque chose qui te dérange chez quelqu'un, c'est toujours que tu as un apprentissage à avoir. Toujours. À chaque fois, c'est comme... Oh, j'ai de quoi, là, je le sens, là. Puis ça vient, là, à un moment donné, tu travailles tellement sur toi que tu le sens dedans, là, tu fais, oh, ça me travaille, oh, il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose de complémentaire, il y a quelque chose dans l'évolution où quelqu'un d'autre peut m'apporter cet aspect-là, puis c'est tellement précieux. Absolument, puis c'est correct non plus de ne pas être d'accord avec l'autre. C'est aussi correct de ne pas avoir envie d'être ami avec cette personne, ou même de la côtoyer. C'est correct, en autant que je ne la juge pas. Oui. Ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas les mêmes affinités, on n'a probablement pas les mêmes envies, puis c'est correct.
Mais j'ai pas à te juger, j'ai pas à te critiquer, je ne te connais pas, je ne connais même pas ce que tu as pu vivre dans la vie pour que tu en sois arrivé à ça. Parce qu'il y a des gens qui sont fermés, il y en a qui reflètent un peu plus de dureté. Mais ça vient d'où? Au lieu de dire, elle est comme ça, mais d'où ça vient? Comment as-tu souffert? Comment tu t'en es sorti ou pas? Comment je peux t'aider? Comment on peut partager? C'est ça la vie. La vraie vie, c'est ça. Puis c'est dommage qu'on ne soit pas encore rendu là. Moi, j'aime bien dire que la vérité d'une personne peut être différente de la vérité d'une autre personne, tu sais, en le sens où, justement, toutes les opinions, les perspectives, les manières d'être ont leur place, puis je pense qu'il faut respecter ça, puis j'ai l'impression souvent qu'il y a des personnes, justement, comme vous le dites, qui sont un peu fermées d'esprit, puis, tu sais, moi, ça me fait toujours rire, en fait, quand j'entends des gens dire que leur façon de penser, c'est la bonne, puis que les choses doivent être faites comme ça, parce que je me dis, mais mon Dieu, on est des milliards de personnes sur la planète, viens pas me dire que toi, tu sais tout, là, tu sais, puis je pense que, justement, c'est un petit quelque chose qui me chicote, puis ça, je pense que ça fait une belle transition, en fait, avec l'entrepreneuriat, parce que en entrepreneuriat, il y a un peu de naïveté, de comme croire à tout, puis laisser la place à toutes les idées, les perspectives, puis c'est un peu le parallèle avec, justement, en relation avec l'humain aussi. Je pense qu'il faut laisser place à toutes les personnalités, toutes les personnes, peu importe, là. Puis, justement, en entrepreneuriat, je trouve que c'est un peu comme ça aussi. La naïveté, c'est une qualité, je trouve, qui se retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs. La curiosité. La curiosité, ouais, vraiment. Ouais. Puis, mais justement, comment ça a commencé pour vous, l'entrepreneuriat en tant que tel? Parce que là, les postes dont vous nous avez parlé, c'était pas nécessairement de l'entrepreneuriat. Non, c'est ça. Comme je vous disais, j'ai pas commencé par vouloir être une entrepreneur. J'étais probablement ce qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas de définition de ce temps-là, mais une intrapreneur. Et je me rendais pas compte qu'en fin de compte, je prenais des décisions comme une vraie leader. Puis des fois, je questionnais même des décisions de mes patronnes et patrons. J'osais. Puis il y avait des échanges quelquefois qui étaient un peu chauds. Et c'est là où, lorsque j'ai eu des difficultés à trouver le bon poste, la bonne place, et que j'ai navigué à travers ça, un jour, je me suis dit, c'est terminé. Ce que je suis en train de faire avec et pour les autres, j'ai envie de le faire moi-même, à mon rythme, avec ce que j'aime. Et ce que j'aime, ça n'a rien à voir avec ce que je fais en ce moment. Donc, disons que la passion a été très forte pour vivre ce que j'avais envie de vivre. Alors d'abord, j'aime la femme. J'aime être une femme. Je trouve que prendre soin de soi, on est tellement, mais tellement complète. On a tellement de potentiel, tellement de qualité. On est capable d'être maman si on le veut, pas si on n'a pas envie. Et alors? Ce corps que l'on porte, c'est un réceptacle extraordinaire qui donne la vie. Et donc ça m'a emmené à réfléchir à la façon dont la mode, la beauté, nous a emmenés souvent dans des directions qui n'avaient rien à voir avec la santé, rien à voir avec le respect de soi. Et donc j'ai décidé de me lancer dans ce domaine-là. Puis ce qui m'a le plus propulsé, c'était tout le volet éducatif. Enseigner, apprendre à ces jeunes femmes, à ces jeunes filles ou à ces femmes comment prendre soin de soi avec des choses très simples, mais qui devaient être faites de façon quotidienne, répétitive. C'est pas un miracle. Tu poses pas un geste et puis ça y est, c'est ça. C'est parce que le corps est en évolution, c'est vivant. Je veux dire, il évolue, les cheveux rallongent, les ongles poussent, la peau change, on prend de l'âge. Comment on fait pour enseigner à une jeune fille qu'il y a certains principes que tu dois porter toute ta vie? Et on appelle ça le lifestyle. C'est une façon de vivre. Puis je ramène ça aussi à tout ce qui est important dans mes valeurs, c'est le respect de soi. Comment je me respecte? Comment je me tiens droite? Parce que ça a tout à voir avec l'entrepreneuriat. À un moment donné, quand tu dois aller négocier, quand tu dois te battre pour avoir ce que tu sais que tu pourrais avoir,
C'est certainement pas en roulant les épaules, en baissant les yeux et en demandant pardon à toutes les 30 secondes. C'est en te tenant droite, en levant la tête et en ayant la force de dire ce que tu as à dire, oui ou non, et de recommencer demain. Donc c'est une posture, mais c'est aussi une façon de se voir. Donc c'est ce que j'ai enseigné à mes enfants, c'est ce que ma mère m'a enseigné et c'est ce que j'ai voulu donc partager. Et je suis donc partie dans le domaine de du médico-esthétique, pour justement commencer avec un gant d'exfoliation, tout simplement. Et ça m'a emmené ensuite à entrer des lignes, des gammes canadiennes, alors que tout le monde s'en allait vers la Suisse, la France. J'étais déjà en amour avec ce que nous faisions ici, mais que personne ne savait. Et quand je me présentais dans des salons, on me disait « ça vient du Canada, ça vient du Canada, c'est pas la même chose. Moi, j'ai telle marque, je veux pas donner de nom là, mais telle marque, puis c'est parisien, puis c'est italien, puis c'est suisse, et c'est bien meilleur que nous. » Puis j'ai démontré que non. Qu'il y avait des marques qui étaient fabriquées chez nous. Et j'ai même été jusqu'à démontrer qu'il y avait des laboratoires chez nous qui faisaient ces marques-là françaises. Et donc, j'ai toujours été dans l'ouverture de l'information. Parce qu'il y a des préjugés, là aussi. Pourquoi est-ce que tu penses que les autres sont meilleurs que nous? On est bons, nous aussi. On sait faire aussi. Par contre, je trouve que dans certains domaines, on doit apprendre d'ailleurs. Exemple, les formations pour être esthéticienne, pour être masso, pour être coiffeuse, pour être coiffeur. C'est des formations très courtes. Comment peux-tu toucher le corps de quelqu'un, puis te permettre de modifier ce corps-là en ayant des cours de 8 mois, alors que dans tous les autres pays, c'est des cours quasi universitaires de 4 ans. Ah ouais, en France. Comme une infirmière, partout. En Europe de l'Est, partout. Donc, comment? C'est ça que j'essaye, donc c'est pour ça qu'il faut compenser avec de la formation. Et c'est ce qui m'a toujours passionnée. Voilà comment je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, avec cette envie de dire, on sait faire, on peut être des leaders. Puis là, on a commencé à me dire que le domaine dans lequel j'étais n'était pas un domaine qui allait être porteur, parce que je suis dans le non-invasif. Et que tout ce qui rapporte, c'est l'invasif. Alors ça a été un autre débat et un autre... C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, j'ai un peu été la pionnière de l'enseignement de choses qui doivent être faites à long terme pour avoir un résultat. Qu'est-ce que vous voulez dire par invasif ou pas? On dirait que je ne suis pas capable de déterminer ce que vous voulez dire. Ce qui est invasif, c'est quand tu te permets de rentrer dans le corps et de retirer quelque chose, de modifier quelque chose. Donc, d'enlever des graisses, la liposuction, brûler, faire du laser, de la modification de l'écologie du corps. Okay. Vous savez, on parle beaucoup de l'écologie de l'environnement. Mais il y a l'écologie du corps. C'est-à-dire que dans notre corps, chacune de nos cellules se parle. C'est toute une conversation qu'elle a. Ils savent exactement comment réagir à une chose ou à une autre. C'est tout un écosystème. Et donc, à partir du moment où on rentre et on modifie cet écosystème, où on le mutile quasiment, eh bien, on a des résultats qui ne sont pas très bons pour la santé après dans le temps. C'est pour ça que j'ai toujours prôné tout ce qui peut se faire de façon plus douce, plus vraie, mais qui va donner des résultats. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Non, c'est à long terme. C'est à moyen et long terme. Mais sérieusement, j'ai commencé à faire de l'endermologie à 20 ans. Aujourd'hui, les gens me posent la question, comment vous faites pour avoir l'heure si jeune? Ben, c'est parce que j'ai appris à mon corps à se stimuler, tout simplement. Et donc, tu sais, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu as des résultats. J'ai pas l'intention d'être Claudia Schiffer. Je suis qui je suis. J'ai 68 ans. Donc, j'accepte mes rides, mais j'accepte pas de tomber en lambeaux. C'est parfait. Voilà, tu vois. Donc, c'est des gestes que tu dois poser. Et je reviens même... Tout ça se rattache aussi à nous. Nos façons de faire, nos façons de penser dans tout. Dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Je rattache tout ça à ça. C'est comment je me vois, comment je veux prendre soin de moi. Aujourd'hui, je vois des jeunes filles de 14 ans, 12 ans aller chez Sephora. Oh, on en a parlé. Oui, on en a parlé. Mais c'est fou. Oui, mais c'est fou. Chose. Mais c'est pas... Où sont les parents? Oui.
Mais ça, c'est avec les réseaux sociaux un peu aussi. Là. Oui, mais où sont les parents? Parce que je peux éduquer, je peux démontrer. Je veux dire, tu as une peau de bébé encore à 14 ans. Tellement. Comment peux-tu toucher ça avec des produits pour une femme de 40, 50, 60 ans? C'est fou, c'est pas pour toi. Et elles sont tellement belles. Elles sont... Voilà, ça fait partie de ce qu'il faut modifier aujourd'hui. Et je pense que c'est notre industrie qu'il faut changer et non pas les gens. C'est de quel bord on est tombé. De quel droit on a fait ça? C'est tellement pas normal d'entraîner nos jeunes dans un sillon qui est totalement superficiel. Il faut plutôt leur enseigner à prendre confiance en elles autrement, à savoir qu'elles sont belles de toute façon, puis que c'est au-delà de ce que je vois. Tu sais, moi, j'ai arrêté de dire à mes petites filles, « Mon Dieu, comme tu as des beaux cheveux, hey, que tu portes une belle robe. » Au contraire, je lui dis, raconte-moi ce que tu as fait à la garderie, qu'est-ce que tu as fait à l'école, puis qu'est-ce que tu as eu, puis qu'est-ce qui t'a bloqué, est-ce que tu as appris quelque chose? Et après, je lui dis, t'es jolie aujourd'hui. Il faut renverser. Puis c'est à nous, les manufacturiers, nous, l'industrie, de faire ça aussi. Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leurs mots-clés, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, faites équipe avec Sismic Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. C'est à nous, les manufacturiers, nous, l'industrie, de faire ça aussi. C'est dommage parce qu'en ce moment, on est dans un ère de surconsommation assez prenante. Puis c'est dommage parce que c'est là que se perd un peu le sens, finalement, le fondement de pourquoi on crée toutes les inventions qu'on a. Là. Dans ce cas-ci, on parle de l'esthétique. Puis, Camille, elle a son centre de coiffure. Oui. Toi, tu travailles dans ce domaine. Puis, moi, j'ai grandi là-dedans aussi. Puis, c'est comme si en ce moment, moi, c'est devenu une relation amère avec le domaine parce que quand que je parle de ça, je veux pas que les gens pensent que je prône la modification de soi. Mais en même temps, c'est que fondamentalement, c'est le bien-être. C'est prendre soin de soi, comme vous venez de très bien l'expliquer, mais je suis totalement d'accord que c'est à nous de faire l'exercice de rééduquer les gens, mais c'est pas facile parce que là, les entreprises en veulent plus, puis leurs produits, ils pognent, et là, tu sais, c'est quasiment comme ils viennent à un certain point où ils s'en foutent à qui ils vendent. Ils sont comme je veux vendre, mais là, tu vends un enfant de 14 ans, tu sais, tu soulèves un très bon point. Là, absolument, mais je me dis que c'est pas grave parce que ça prend toujours tous les changements de vie, tout ce qui a été immensément reconnu, prôné, prisé, ça a commencé avec un individu, une entreprise. Donc, j'ai bon espoir. Il faut continuer, vous les jeunes, de parler même avec vos jeunes, parce que vous êtes les meilleures ambassadrices et ambassadeurs. Mais en même temps, chaque entreprise qui veut faire bien, parce qu'il y a de très belles entreprises qui font des choses naturelles, mais qui prônent aussi le bon sens de la beauté. La beauté, c'est pas du superficiel. La beauté, c'est savoir prendre soin de ce que l'on voit, mais pour prendre soin de ce que l'on voit, il faut aussi comprendre ce que l'on est et ce que l'on veut. C'est être bien déjà avec son corps. Mais il y a des femmes, il y a des hommes qui sont un peu plus en chair, mais ils sont tellement belles. Ça leur va tellement bien. Pourquoi ne pas être fier de cela? Et puis avec le temps de savoir, je peux peut-être diminuer ça ou diminuer ci, puis faire un peu plus là, mais rien de drastique pour en devenir malade et d'avoir une anxiété, une angoisse. Pourquoi? La vie, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est vivre sa vie pour en faire quelque chose de bien, puis être un exemple, que ce soit pour nos enfants après, pour nos amis, pour nous, pour notre communauté. La vie passe très vite. Puis là, des fois, on regarde, puis on se dit « Hey,
J'ai 50 ans, j'ai fait quoi là? Puis, en réalité, j'ai contribué à quoi? Moi, c'est ça. T'as contribué à quoi, Daniel? Puis si je suis pas capable de répondre à ça, pour moi, c'est comme si j'avais perdu ma vie. Parlant de ce dont à quoi vous avez contribué, il y a quelques années, vous avez été longtemps dragonne dans l'œil du dragon. Puis, est-ce que c'est ce moment-là qui vous a un peu fait entrer dans la sphère vraiment des médias publics au Québec? Il y avait déjà des choses qui se tramaient avant, tu sais. Puis, quel changement ça l'a peut-être apporté un peu dans votre carrière à ce moment-là? Oui, ça a été être à la télé. Ça a toujours un impact très fort. On ne peut pas le dénigrer. Donc oui, j'étais connue dans mon industrie. Je donnais des conférences déjà dans mon industrie, mais pas du tout dans le public en général, pas du tout dans les régions, auprès d'autres entrepreneurs. C'est complètement un monde à part. La télé m'a donc donné cette visibilité-là. Ça aurait pu, je le dis, parce que je m'en suis rendu compte une fois que je me suis vue pour la première fois sur le grand écran quand ils ont fait le lancement. J'ai pas réalisé. Tu sais, quand on dit oui, tu peux tomber d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est-à-dire que le public peut t'aimer ou pas du tout. Et là, on touchait aussi à un domaine qui était hyper sensible, c'est l'argent. C'est tellement vrai. C'était une des premières fois qu'on en parlait ouvertement comme ça à la télé, là, des chiffres, des... La première fois qu'il y avait une femme. Oui. Donc, je me suis dit, quand je me suis vue dans la première... Puis, ils avaient choisi la première émission où j'avais été la plus dure. Oh. C'était horrible. Et là, mais moi, je l'avais fait normal parce que c'est ça, la vie. Ce que je voulais donner comme exemple à ces deux jeunes filles-là, c'est comme ça que ça va se passer demain matin. Donc, si tu prends pas ta décision maintenant, t'as personne après pour te dire « Ah, viens, je vais t'aider, je vais te dire. Prends-la ta décision. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, prends-la. » Et puis, il n'y a pas de mauvais. Comme je dis souvent, c'est prendre une décision. Et donc, je me suis dit « Oh my God, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer demain matin? » Puis, en réalité, je pense que ce que les gens ont probablement vu, c'est la personne qui est restée la même. Au fur des saisons, au fur des... Et ceux qui m'ont reconnu, parce que je suis là depuis 34 ans, donc même lorsque j'ai été à la télé, ben, y a des gens qui m'ont rencontré quand j'avais rien, quand j'avais faim, quand je travaillais, quand j'avais 3 emplois en même temps. Et quand ils m'ont revue, ils ont dit « Elle n'a pas changé. » Elle est pareille, c'est la même. Elle est pareille. Elle parle pareil, elle sourit pareil, elle est toujours... C'est comme, puis ils m'ont rencontré, ils sont venus me voir en conférence, ils sont venus me voir dans ma tournée, et ils m'ont dit « Daniel, c'est fou comment t'as pas changé. » Et moi, je leur ai dit « Mais pourquoi est-ce que vous voulez que je change? Parce qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie. Ça fait partie d'un passage de ma vie. Mais ça peut s'arrêter n'importe quand. Mais moi, je ne change pas. » Donc, il faut faire attention à ça. C'est le succès, entre guillemets, monte très vite à la tête. Mais on voit encore tous les jours, souvent, des gens qui arrivent à des sommets, puis tout d'un coup, pour une raison ou une autre, paf, ah oui, ça tombe. Ça tombe, et puis c'est drôle. Les gens qui les ont encensés leur marchent dessus après. C'est juste d'observer comment l'être humain peut être méchant. Vous voyez, c'est pour ça que je dis souvent, mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi ne pas laisser les gens vivre leur vie? Pourquoi juger? Elle n'a pas réussi dans son entreprise. Hein, je parlais par exemple de Caroline Néron, oui, avec ce qui lui est arrivé. Ben, tout de suite après, ça a été des critiques à n'en plus finir. Moi, je l'ai appelée, je lui ai écrit, j'ai dit, écoute, si tu as besoin de quelque chose, je suis là, mais pourquoi? Quand elle a fait sa compagnie, il n'y a personne qui l'a fait pour elle, elle l'a fait. Puis les décisions qu'elle a prises, elle les prend. Puis si elles sont bonnes, tant mieux. Si elles sont mauvaises, tant mieux. C'est elle qui va vivre avec. Donc pourquoi juger l'individu? La même chose avec les politiciens. Mon Dieu, qu'on est terrible, épouvantable. On les met dans une boîte chacun, mais hey, des fois, là, tu te dis, crime, ces gens-là, là, ils ont des vies, là, ils ont des familles, ils sont pas juste... Leurs enfants vont à l'école, au lycée, oui. ils se font insulter. Oui. C'est pas normal de faire ça à un autre être humain. Puis ça sert à quoi? Ça nous démontre quoi comme société? Une société de bas de gamme? C'est fou!
comment on pourrait les aider plus, nos entrepreneurs qui vivent des défis comme ça, à se relever? Parce qu'on a besoin de PME au Québec, on a besoin de relève en ce moment. Puis c'est un moment difficile, je pense, pour plusieurs. Là. Il y a plein d'entreprises qui ferment. Comment on fait pour être proche d'eux puis leur dire, non, t'es capable encore? On peut leur dire, t'es capable. Mais il faut savoir aussi qu'ils vivent des moments très difficiles. On a beau essayer de donner une tape dans le dos, quand tu n'as pas de quoi manger, puis que tu dois payer ton hypothèque et que tu dois remettre ta voiture, c'est vraiment pas le fun, puis que tu as des enfants à nourrir. Comment? Eh bien, c'est notre système au complet, l'écosystème entrepreneurial qui doit changer. C'est notre façon d'accompagner nos entrepreneurs. On a des programmes, il y en a plein. On a des banques, on a du capital de risque, on a des anges, mais c'est pas vrai qu'ils prennent des risques. Personne ne prend des risques. Tout le monde dit accompagner des entrepreneurs, mais surtout les petites et moyennes entreprises, surtout ceux et celles qui sont par exemple maman ou papa, monoparentaux, papa ou maman, qui travaillent fort pour essayer de soutenir. À partir du moment où ça brasse un petit peu, on n'a aucune patience, on n'a aucun risque à prendre, on tire la plug. Alors que c'est là où on devrait être présent, c'est là où on devrait prendre des risques. Je ne dis pas qu'il faut prendre des risques avec tout le monde, parce qu'il y a ceux qui sont véritablement des entrepreneurs et qui passent juste un mauvais moment, et que si on redonnait un souffle et qu'on les accompagnait autant par conseil, par mentorat, par accès, par financement, ils vont se relever. Et il y a d'autres, bien sûr, comme dans tout, qui sont pas à la hauteur, qui ont peut-être pris des mauvaises décisions et qui doivent apprendre de cela, qui doivent se repenser ou tout simplement faire une introspection. Donc il y a les deux. Mais notre écosystème, il est plein de biais, plein de préjugés, plein de façons de faire qui sont archaïques. Archaïques. On n'y arrivera jamais si notre écosystème ne change pas. Vous disiez qu'on a besoin d'entrepreneurs. Mon Dieu, qu'on a besoin. On a besoin de pondre un entrepreneur à tous les jours. Oui. Parce que l'économie va pas bien et que c'est seulement grâce aux petites et moyennes entreprises qu'on va s'en sortir. Puis elles sont en train de fermer tous les jours. Il y a quelque chose de pas normal dans le système. Tantôt, vous avez mentionné justement comment, pendant plusieurs années, les gens vous disaient que vous n'aviez pas changé, puis tout ça, puis il y a quelque chose de beau là-dedans, mais parfois, Cam et moi, justement, on en parle, puis on se dit, mais des fois, c'est tannant de se faire dire qu'on change pas, parce que on évolue, tu sais, puis c'est justement là où je vais entendre votre opinion, là. On évolue en tant que personne, puis des fois, tu sais, tu recroises, Camille a dit, je recroise des amis du secondaire. Ouais, moi, c'est le contraire. Tout le monde me dit, t'as donc bien changé. Personne peut s'imaginer. Et j'ai recroisé des gens du secondaire dernièrement qui me disent, tu gères des employés. Toi. Non, mais tu sais. Souvent, je me fais dire ça, puis je suis comme, ben oui. C'était tout en dedans. Je voulais juste pas montrer, tu sais. Oui, puis ça, c'est l'évolution. Tu sais, en tant qu'humain, on évolue constamment, on apprend, on se redéfinit. Puis je veux entendre votre opinion sur ça. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre carrière où vous avez senti que vous étiez en grande phase d'évolution, puis là, c'était peut-être dérangeant des fois de se faire dire, tu sais, vous changez pas, ou ça a toujours été... Non, moi, je pense que ce dont je parlais quand on disait « tu n'as pas changé, Daniel », c'est dans l'approche avec les gens. L'accessibilité, l'humilité, le rire. Je peux aller prendre un café avec quelqu'un, c'est pas important, c'est quoi son titre, c'est quoi son rang, point à la ligne. C'est dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'on évolue tous les jours. Pas juste une fois par année, ou tous les jours on évolue un petit peu. Mais c'est pas donné à tout le monde non plus. Pour évoluer, il faut être dans la conscience. Pour évoluer, il faut apprendre tous les jours de quelque chose, de quelqu'un, de sortir avec un mot, une citation, une façon de faire, une action qui vient nous enrichir. Donc c'est comme ça qu'on grandit, qu'on évolue et qu'on n'est jamais la même. Parce qu'on vient de se dire « Ah, je viens d'apprendre quelque chose ». Mais c'est de vouloir. Comme vous disiez tout à l'heure, Chloé, il y a des gens qui pensent tout savoir tout le temps et qui sont dans la vérité. Mais c'est quoi la vérité ? Donc oui, ça dérange de penser qu'on n'a pas changé. Bien sûr qu'on change. Il y a aussi l'envie. Les gens pensent que tu as réussi. Ben, tu as réussi les 2 doigts dans le nez. Ah mon Dieu.
Ils n'ont aucune idée. Ils savent pas les nuits blanches, les sacrifices. Tous les sacrifices, toutes les nuits blanches, tous les doutes, toutes les peurs, toutes les mises en question, les remises en question. Mais tout ça, qui le sait? Seulement nous. Mais je crois que l'ambition, ça dérange. Quand tu sors du cadre, ça dérange. Puis les gens aiment dire que c'est facile, aiment dire les opportunités. Tu sais, moi, des fois, je me fais dire, les opportunités, on dirait qu'ils viennent à toi, puis ça a l'air facile. Puis je me dis, est-ce que tu sais le nombre de courriels que j'ai envoyés, le nombre de portes auxquelles j'ai cogné, le nombre de personnes à qui j'ai essayé de parler qui me sont jamais revenus. Exactement. Mais toi, tu vois juste les gens qui me sont revenus, puis là, c'est positif, puis ça a l'air facile, mais c'est dérangeant de se faire dire ça. Puis moi, je crois beaucoup à la théorie du nombre exponentiel, là, puis tu sais, on l'apprend en mathématiques au secondaire, mais elle est parmi toutes les étapes de notre vie. Puis c'est en le sens où si tu sèmes une petite graine, tu partages ta vision, tu partages ton message à une personne, elle va le partager à un autre. Puis tu sais, le podcast, pour nous, c'en est un bon exemple. Tu sais, c'est chaque semaine, chaque jour, on est dans le contenu des gens, on publie des affaires qui parlent pour nous. On n'a même pas besoin de rencontrer toutes les personnes. Ils savent déjà comment qu'on est un petit peu, ils savent qu'on aime l'entrepreneuriat, puis là, il y a des opportunités qui se présentent, mais tout ça, ça vient avec des sacrifices, des choix, ça vient avec des prises de risques. Bien sûr. Mais il y a des gens qui aiment dire que ça se fait un claquement de doigts, comme vous avez dit. Ben, vous pourriez leur dire de venir mettre vos chaussures pendant une semaine. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis souvent. Viens donc mettre mes chaussures pendant une journée, même pas une semaine. C'est ça, ça commence à 4 heures. Oui, ça commence à 4 heures et tu ne sais jamais ce que l'heure qui arrive te réserve. Parce que oui, on a des plannings. Bien sûr qu'on a une cédule. Mais l'entrepreneuriat, c'est le total inconnu. N'importe quoi peut arriver, puis il faut se retourner de bord, puis il faut gérer ça, puis il faut faire attention à ça. Mais c'est pas tout le monde non plus. Parce que malheureusement, ce que je trouve dommage dans nos écoles, dans nos cégeps, dans nos universités, on enseigne le savoir-faire, mais on n'enseigne pas du tout le savoir-être. Ça veut dire que quand on t'a décrit comment remplir un document, comment remplir un plan d'affaires, comment faire ci. Oui, mais comment tu le présentes après? Puis comment tu essuies le non? Comment tu ramasses ça? Puis comment tu te dis, c'est pas grave, c'est peut-être parce que j'ai raté ci, puis qu'est-ce que j'ai raté? Peut-être qu'il faut remodifier. Ah ben non, là c'est la fin du monde. On va se taire, on m'a pas aimé, on m'a pas fait, c'est pas bon ce que j'ai fait, c'est pas bien. Mais c'est parce pas ça. Voilà. Alors, c'est sûr. Puis, il y a aussi le volet qui dérange. Le volet on va le nommer, c'est de la jalousie. La jalousie qui est un sentiment tellement quelle perte de temps. Mais quelle perte de temps et d'énergie. Tu t'imagines? Et là, je m'adresse à tous ceux qui, consciemment maintenant, vont se dire, c'est vrai que je suis jalouse d'un tel ou une telle. Puis, ma question pour elle ou eux, c'est de leur dire, réfléchis à combien de minutes ou d'heures tu passes dans un mois, dans une journée, dans une semaine, à penser à cette personne et à ce qu'elle fait ou pourquoi il ou elle le fait comme ça. Imagine ce que tu peux faire pour toi maintenant, avec ce temps-là, avec cette créativité-là. Et qu'est-ce que tu peux apprendre de cette personne? Parce que si il ou elle a fait quelque chose qui te dérange, que tu penses qu'elle ne mérite pas, que toi, tu mérites plus. Mais demande-toi comment il ou elle est arrivé là. C'est bien vrai. Est-ce que vous avez toujours été sage comme ça? Non, mais c'est vrai, vous dites des paroles, on dirait que vous êtes un livre, comme en tout temps, là, quand vous parlez. Est-ce qu'il est arrivé un événement qui vous a rendu très sage ou c'est vraiment l'héritage familial? Racontez-moi. C'est les deux. C'est toujours les deux. C'est beaucoup de parcours, beaucoup de vie, beaucoup de défis. Maman a souffert à sa façon à elle, puis j'étais à ses côtés. Donc j'ai pu voir et entendre, ressentir comme petite fille, comme adolescente, comme jeune femme, à quel point la vie, non, je dirais pas la vie, c'est les gens. La vie a rien à voir là-dedans. Comment les êtres humains peuvent être injustes, puis méchants gratuitement. Et c'est ce qui m'a poussée à essayer de comprendre. Et donc, au lieu de me battre contre des moulins à vent, je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux faire
à mon niveau à moi, pour peut-être changer la perception de une personne, 10, 100, et ce sera ça ma contribution. Donc la sagesse est arrivée avec les années. Elle est arrivée avec beaucoup de réflexion. Parce que moi aussi j'ai eu des biais, j'en ai encore, mais je les attaque tout de suite. Quand j'ai quelque chose qui vient me frapper, je prends un pas de recul et je me dis, pourquoi tu viens de penser ça? What triggered that? Et c'est là où tu te rends compte que, oh, il y a quelque chose qui vient de me déranger. Puis il faut le questionner. Donc, je questionne mes biais. J'ai aussi été jalouse. J'ai aussi voulu plus que je ne pouvais. C'est tout à fait normal. C'est humain. Ce qui ne l'est pas, c'est de rester comme ça. Ce qui ne l'est pas, c'est d'évoluer. Donc je crois que cette sagesse-là, je l'ai obtenue avec beaucoup de travail. Je n'attends rien. Je vis au rythme de ce que je choisis. Je n'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Je suis bien avec moi-même. J'ai vécu des choses difficiles. J'ai perdu ma mère, qui était mon lien le plus important sur cette terre. Je l'ai vécu très difficilement. C'est là où j'ai appris la valeur du temps. Le temps que l'on passe avec ce qu'on aime. Le temps de dire les choses. Le temps de vivre les choses. Puis on pense toujours qu'il faut faire des choses extraordinaires. Alors qu'en réalité, c'est un verre d'eau ensemble. C'est tu viens de me confier quelque chose, est-ce que ça t'a fait du bien? Comment je peux t'aider? C'est une multitude de petites choses dans une journée qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue parce que tu ne te sens pas seul. Puis c'est d'apprendre aussi à vivre seul, avec soi, c'est très difficile. Surtout quand on est habitué à être entouré. On aime le bruit. Ça nous empêche de réfléchir. Ça nous empêche de rentrer dans nous puis de voir ce qu'il faut vraiment corriger. Donc j'ai décidé de faire ces efforts-là et d'accepter d'être seule quelquefois. Puis je viens de perdre mon mari. Après 25 ans, c'est un autre grand défi. C'est de réapprendre à 68 ans à vivre différemment. C'est c'est pas simple, mais je suis très fière de moi. Fière de ce que je fais au quotidien, fière de mes enfants, fière de qui je suis. Encore une fois, j'ai appris, puis j'apprends à tous les jours à faire des choses que j'aurais jamais pensé être capable de faire. Ben, c'est lui qui les fait. Donc c'est là où je dis, la vie c'est un début, c'est une fin dans tout. Il y a une naissance, et il y a une mort. C'est une réalité. Maintenant, comment on prend cette mort-là? Puis comment on accueille cette naissance-là? Puis à quoi on sert? Paul Oud est décédé brusquement. Aujourd'hui, on le clame en disant que c'est l'encyclopédie du Québec. Il a laissé sa marque. C'est ça. Quelle marque on laisse? Quel legs on laisse? Evol, c'est plus qu'un financement. Salut, c'est Camille. Comme vous savez, le déménagement de mon entreprise Euphorique est fièrement financé par Evol. Sans l'intervention d'Evol dans ma croissance, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Œuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. J'ai eu un réel accompagnement personnalisé pour monter mon projet qui se poursuit encore aujourd'hui. Que ce soit pour du financement ou de l'accompagnement, pensez tout d'abord à Evol Financement. De retour à notre épisode. Je suis bien d'accord avec vous. Vous êtes vraiment forte d'ailleurs, puis merci pour ce beau partage-là. Puis moi, il y a une petite phrase que j'aime bien me rappeler. C'est en anglais, mais bon, c'est « What doesn't kill you makes you stronger ».
Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Absolument. Tellement. Absolument. Puis, je pense que ça vient d'une chanson de genre Katy Perry ou quelque chose comme ça, mais j'aime toujours me rappeler cette petite phrase-là quand les gens, on en a tous vécu des épreuves, puis moi, je l'ai partagé sur le podcast aussi, d'en avoir vécu personnellement, puis ces épreuves-là nous rendent plus fortes, nous permettent de découvrir des petites parties de nous qu'on connaissait pas, parce que dans ces moments-là, on est tellement vulnérables, puis des fois, ça fait ressortir du plus beau, du moins beau, puis tout, mais on apprend beaucoup. Absolument. Mais vous avez eu le goût de vous dépasser. Quelqu'un d'autre serait peut-être une victime aujourd'hui. Vous avez envie de vivre votre vie, Chloé. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que lorsque j'ai eu le plaisir de parler à maman, on a parlé de vous, et j'ai trouvé votre histoire passionnante. Puis je me suis dit, j'ai probablement quelque chose aussi à apprendre. Merci. On apprend les unes des autres et les uns des autres. Je n'ai pas la science infuse. Puis je dis toujours qu'on ne sait jamais. On ne sait rien. En fin de compte, on sait notre vie. On sait ce qu'on a vécu, mais on ne sait pas ce qui va venir. Donc c'est juste de rester les deux pieds sur terre et une tête sur les épaules, puis de faire de son mieux. De faire de son mieux. Et de s'entourer de bonnes personnes. Même si ça n'est qu'une seule personne. Mais quelqu'un qui va t'élever. Pas quelqu'un qui va te descendre. Non, c'est clair. Puis des fois, on s'en rend compte trop tard d'être entouré des mauvaises personnes. Non. Oui. On vit tous certaines épreuves, là, certaines plus difficiles que d'autres, mais des fois, tu te rends compte, ma mère, elle me dit tout le temps, quand tu te poses la question, il est trop tard. Puis je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je sais. On dirait que je vois des choses popper ou des histoires. Mais c'est pas grave, je vous dirais, c'est jamais trop tard. Il faut... De toute façon, c'est juste d'apprendre à écouter sa voix, parce qu'on le sait, hein. On voit des signes, puis on décide ou pas de les regarder ou pas. Mais c'est pas grave, parce que c'est encore une autre expérience. Vraiment, c'est juste de ne pas refaire la même erreur. C'est surtout ça, moi, que je dirais. C'est pas grave, il n'est jamais trop tard. C'est juste de se rappeler, avoir vécu ça, j'ai pas envie d'y retourner. Donc, j'ai quand même encore le choix d'y aller ou pas. C'est toujours très bien d'être avec quelqu'un qui va te dire des belles choses et qui va te glorifier, puis qui va te dire à quel point tu es belle et intelligente. Mais on sait qu'en réalité, on a besoin d'autre chose. Tendresse, respect, d'évoluer ensemble, d'aimer des choses différentes, mais aussi des mêmes choses, puis d'être totalement différents, c'est le fun. Ah oui. C'est très T'imagines, fun. Quand les gens te disent « il me ressemble, je lui ressemble ». Ben oui, je sais. Mais non, non, ça va être plate tout oui, mais c'est tellement... Là, on en parle, mais l'évolution, moi, je trouve ça fascinant. Il y a rien que je préfère dans la vie que de sentir que ma perspective ou mon opinion face à quelque chose a changé, a évolué. C'est comme quand... des fois, j'ai des prises de conscience de me dire « oh mon Dieu, il y a 1 an, c'est pas ça que je t'aurais dit. C'est pas ça que j'aurais fait du tout. » Bravo. Là, j'ai évolué. Hey, je trouve ça le Bravo. fun. C'est grandir. Oui, c'est une belle émotion. Puis moi, c'est à travers les épreuves les plus difficiles que je me suis forgée ma petite personne. Puis que, tu sais, peu importe, on se comprend là-dessus, mais ces épreuves-là, c'est ça qui nous permet d'évoluer à vitesse grand V dans ces moments-là. Puis après ça, dans des moments plus calmes, on évolue plus tranquillement, mais c'est correct. Mais ça pour dire que je suis bien d'accord avec vous. On apprend de ces moments-là, puis il faut pas avoir de regrets non plus. Non. Je pense que ce que vous l'avez dit, ça fait belle réflexion à ça, comme quoi, des fois, on se dit « oh, j'aurais dû faire ça », mais non, parce que ce que tu as fait t'a permis d'apprendre autre chose. Absolument. Puis de ne pas s'arrêter là, passer à autre chose, c'est fini, c'est terminé. Parce que tu peux pas rester rabâché. Il faut juste que tu te rappelles, tu sais, c'est comme on le dit tous, le rétroviseur puis le pare-brise, c'est de regarder de temps en temps, tu sais, pour te rappeler que tu veux pas retourner là. Mais le pare-brise, il est immense. Donc, tu as tout ce potentiel devant toi. Vas-y. Mais reste pas là, reste pas à rabâcher. J'ai fait, j'ai eu, j'ai vécu. Mon Dieu, c'est difficile. C'est fini, tu n'y peux rien là. Tu ne peux que faire mieux ou du mieux que tu peux. Bien d'accord. Voilà. Puis, au point de vue entrepreneurial, de retour à ça, aujourd'hui, Madame Michael, qu'est-ce qui vous passionne le plus de votre travail, de l'entrepreneuriat? Tout est toujours... Moi, dès qu'on parle d'entrepreneuriat, je virevolte. C'est fou, cette passion, cette flamme. Mais réellement, là, c'est comme...
Juste de rencontrer des jeunes, de rencontrer des femmes, rencontrer des hommes et qu'on parle de leurs idées, leur volonté de créer, de se lancer là-dedans, je me dis, waouh, mais quelle magnifique énergie, parce que c'est tout ce qui a à voir avec créer, innover, partager. C'est ça la vie. C'est fou ce que les entrepreneurs sont beaux et belles parce qu'ils prennent des risques. Alors que d'autres veulent juste la sécurité, puis le quotidien. Mais ça prend de tout pour faire un monde. Moi, je dis que ça prend un brin de folie. Il faut être fou pour devenir entrepreneur. Vraiment. Ça prend ce brin de folie, puis c'est tout à fait correct. C'est pour ça que on peut perdre des entreprises, mais on ne peut pas perdre des entrepreneurs. Je pense que c'est ça. Donc, ce qui me passionne aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'être nommée ambassadrice de la francophonie économique pour le CPQ, donc le Conseil du patronat du Québec. Et j'ai l'intention vraiment d'aider et de faire, grâce à tout le réseau que j'ai bâti depuis plus de 40-50 ans, de faire découvrir aussi d'autres régions francophones qui ont un potentiel extraordinaire comme l'Afrique du Nord, l'Europe, la France, avec lesquelles on pourrait bâtir encore plus de relations commerciales, de relations entrepreneuriales. On est encore dans notre modus operandi de les États-Unis d'Amérique, mais il y a tellement d'autres choses ailleurs. Ça, c'est ce que je vais faire, si bien sûr la vie m'en laisse le temps et l'énergie. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je siège sur un conseil, le conseil de gouvernance de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et ça s'appelle le Fonds avec elle. Donc, c'est un fonds qui aide des femmes partout dans le monde à avoir leur petit lopin de terre, à se subvenir personnellement, économiquement, mais ça rejaillit sur leurs enfants. Ils sont mieux habillés, ils vont à l'école, et puis elles bâtissent leur avenir. Mais c'est de toute beauté. Puis ça coûte 1/10 de ce que ça pourrait coûter de partir une entreprise. Donc, contribuer à cette expansion internationale, voir mon application, ma contribution, je pense que je pourrais dire à un moment donné, j'ai atteint ma mission de vie. Ah, c'est clair. Vous avez de quoi être fière de vous. Puis, en tant que femme entrepreneur bien occupée, est-ce que vous arrivez à prendre soin de vous, à vous poser? Oui. Mais oui. J'adore. Oui, vous incarnez le bien-être. Ah, vraiment. Je sais disons que je sais ce dont j'ai besoin. Exemple. On va dire, il faut courir, il faut faire de la bicyclette, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut sauter, il faut faire du sport. Non, c'est pas moi. Il y a une liste, là. Ah, mais c'est vrai, mais j'écoute tout le monde. Daniel, est-ce que tu fais ça? Non. Est-ce que tu veux... Mais tu viens avec nous, on va faire... Non. Parce que je connais mon corps. J'ai été danseuse de ballet classique pendant 16 ans. J'ai fait de la gymnastique au sol. J'ai fait beaucoup de natation. Mais je sais ce que j'aime et je sais comment mon corps répond. Ça m'appartient. Donc, je ne suis pas du tout partisane. Et puis, je ne dis pas que la course à pied, c'est pas bon. Je ne dis pas que faire de la bicyclette, c'est pas bon. J'en fais un peu. Ce que je dis, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi. Alors, ce qui est bon pour moi, c'est justement de méditer. Des fois, ça peut prendre 5 minutes. Des fois, c'est 20 minutes. Puis, j'adore nager. J'ai une communion, c'est vraiment ça. Puis c'est vrai, hein, c'est quand je le dis, là, je le sens déjà, puis c'est comme, oh, atata, avec l'eau. J'adore la mer, j'aime l'eau. Donc, je suis dans ma piscine jusqu'à la fin octobre, juste parce que je ne peux pas la fermer avant. Wow. J'adore l'eau, j'aime nager. Pour moi, j'oublie tout. Puis le corps au complet travaille. J'ai pas la prétention d'être bâtie comme... J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'être musclée, d'avoir les 8 packs, les 6 packs, c'est pas moi. J'ai pas la prétention de pas avoir de cellulite, j'en ai. Je suis une femme. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est très vrai. Puis, j'ai la prétention de me maintenir en santé le plus possible en bougeant au rythme que mon corps veut, en réfléchissant, puis en essayant de cleaner mon mental tous les jours à travers de la méditation, de la musique. Je danse, j'adore danser. Puis, tout simplement, d'être en mode gratitude tout le temps, de tout. De la plus petite chose
de se lever le matin, d'être capable de se mettre debout, de se prendre soin de soi, de savoir que mes enfants vont bien, que mes petits-enfants vont bien. Ça, c'est la vie. Ça, c'est être en mode gratitude. Donc, reconnaître tous les petits cadeaux, c'est énorme. Il faut savoir prendre le temps d'apprécier le moment présent. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs se perdent là-dedans. Ouais. Ça va vite, puis les entrepreneurs, c'est souvent des personnes qui aiment que ça aille vite. C'est des gens d'action. Mais parce qu'on leur dit. Mais parce qu'on leur dit qu'il faut aller vite. Parce qu'on les pousse dans le dos. Vrai. Tout le temps. C'est pour ça que je suis comme je suis, que je fais l'inverse. En fin de compte, je défais ça. C'est non, t'as pas à courir. D'abord, pourquoi t'es entrepreneur? Pose-toi la question. Ben c'est ça, pourquoi tu le fais, tu sais. Pourquoi t'as voulu partir en affaires? C'est pour avoir du plaisir? J'espère, d'abord. OK? Non, mais... Parce que, évidemment. Non, mais d'abord. Ensuite, je comprends. Tu veux faire de ta vie un succès pour pouvoir provide, hein, pour pouvoir faire en sorte que ta famille ou toi-même ne manquiez de rien. Parfait. Mais ensuite, pourquoi est-ce que tu laisses les gens t'emmener à droite, à gauche? Parce que c'est comme ça, parce qu'il faut faire. Pourquoi? Quand tu sais que tu vas te brûler. Parce que c'est pas possible de soutenir ce rythme-là 24 heures sur 24, année après année. C'est pas possible. We break down. Why? Donc, c'est de toujours se rappeler, est-ce que je continue de faire ce que je fais parce que j'aime? Est-ce que je subviens aux besoins d'eux? Est-ce que je remplis mes besoins primaires d'abord? Et est-ce que je pense à ma vieillesse et à celle des miens? Beyond that, c'est gravy, hein, c'est en plus. OK. Mais c'est pas tout le monde qui a envie de devenir des Steve Jobs. Puis c'est pas tout le monde qui peut. Et si tu peux pas, quoi? Tu vas être malheureuse ou malheureux? Voyons. Ben voyons. Be happy. Donc c'est un peu ce que c'est contrevenir de pousser. Moi je coach, hein. Je suis conseillère stratégique de plusieurs entreprises. Puis je les vois aller, puis elle me dit, ben là, on va passer à 120 employés, je veux faire cette croissance. Puis je la regarde, puis je lui dis, pourquoi? Pourquoi tu veux passer à 120 employés? Ben, parce qu'on en a besoin. J'ai dit, OK, elle est où ta stratégie de croissance? Est-ce que tu as évalué les risques? Est-ce que tu as évalué les risques aujourd'hui? Pas ceux d'il y a 5 ans. Là, maintenant. Avec tout ce qui vient, qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on sait, va être différent et un peu plus complexe. Pourquoi tu travailles? Pour qui tu travailles? C'est tellement dur quand tu as une... Tu sais, je pense à ça, puis à tout ce que vous dites. Tu sais, quand tu as une famille, là, puis tu veux aller vite, puis tu veux accomplir beaucoup de choses. Puis là, la société nous dit d'aller vite quand même aussi, beaucoup partout. Puis avec l'espèce de mode d'être entrepreneur, c'est comme la mode d'être vite, puis d'être capable de tout faire, puis d'être une pieuvre. Je pense que des conversations comme aujourd'hui, c'est important qu'on les ait, puis qu'on les ait fort, puis souvent, pour renormaliser comment, tu sais, quel beat est sain pour avoir des entreprises saines aussi. Mais tu sais, là, quand, là, t'es overwhelmed, là. Tu sais, t'as les enfants, t'as la business, puis tout ça, puis là, les projets y arrivent, là, les opportunités arrivent. Qu'est-ce que vous feriez pour vous recentrer? Ben d'abord, je me demanderais qu'est-ce qui est en ce moment le plus important. C'est quoi ma priorité? C'est qui ma priorité? J'espère que c'est d'abord toi. Oui. Je pense que l'erreur que l'on fait, c'est qu'on nous enseigne que tout est une priorité, mais on oublie que la plus grande mission, tu sais, quand on vient me voir puis qu'on me parle de mission, de vision, d'entreprise, mais je leur dis, mais the purpose, le sens. Je leur dis le vrai sens, la plus grande mission, et la seule, c'est d'abord et avant tout toi. C'est toute une job. C'est la plus belle entreprise. Donc, commence par ça. Puis une fois que tu as compris ça, tout ce qui va graviter autour de cette magnifique entreprise, ben, il va falloir que tu te poses sans arrêt les mêmes questions. Why? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Qui je veux être? Pour moi ou pour les autres? Pour ce qu'on va dire ou pour ce que j'ai envie vraiment? Pour ma famille vraiment ou pour la société? Oui. Et c'est ça qui va faire que tu vas toujours garder un niveau de bien-être
Ou même, je te dirais, les gens autour de toi vont tellement être bien à ton contact sans savoir pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose qui va se dégager de vous qui parle que de bien-être personnel. C'est qu'on dégage une paix, une zénitude. Tu parlais de sagesse tout à l'heure. C'est ça que je dégage. Oui. C'est que tu ne me verras jamais parler d'argent. Je peux en parler quand tu veux. Je peux négocier avec qui tu veux. N'importe quelle banque, n'importe quel capital de risque, n'importe quel investissement. Mais ça ne me tente pas. C'est un outil de travail. Je n'utilise pas cet outil de travail tous les jours, à tous les moments de ma journée. Non. Il y a d'autres choses dans la vie. Donc, j'aime mieux parler de comment je vais faire pour me maintenir, pour être capable d'utiliser cet outil-là à bon escient, puis de le positionner à bon escient, puis d'en faire quelque chose de profitable pour moi, ma famille et la société. Pousse pas dans le dos, moi. C'est vous le maître, là. C'est vous qui conduisez le char, là. C'est vrai. C'est vrai, c'est ça, vraiment là. moi. C'est comme, c'est vous qui êtes au volant, là, conduisez le char, mais c'est ça, Puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on le voit pas. Mais c'est vrai, là, tu sais, vous êtes comme un canard, là, les petites pattes, là, qui vont. Puis là, t'as-tu déjà entendu cette expression-là? Non? Oui, c'est vraiment ça. comme, oui. tu sais, un canard, c'est tout calme, Oui. là. Mais en dessous, les pattes font ça. Fait que vous, c'est ce que vous faites, Absolument, finalement. mais c'est qu'on voit pas mes déboires, on voit pas mes anxiétés, on voit pas mes doutes, on voit rien de tout ça. Parce qu'en réalité, les gens s'en foutent comme de l'an 14. Oui. Mais c'est vrai, c'est la vraie vérité, à part ceux qui t'aiment, Oui. ceux qu'on oublie, ceux qui passent toujours après les autres. C'est à eux qu'il faut penser. Donc ta famille et tes vrais amis, t'en as pas besoin de beaucoup. Mais à part ça, les autres, c'est pas important. Donc à quoi ça sert? D'où l'importance de faire ce que tu as à faire pour toi. Pour toi. Madame Hinkel, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'était super inspirant. Oui, vraiment. Réénergisant, je dirais. En toute honnêteté, on dirait que je me sens prête à affronter la vie, mais en prenant soin de moi, en faisant preuve de bien-être. Vraiment. Mais oui. C'est super positif, en tout cas. Donc, oui. ça, c'est super. Vous avez une très belle énergie. C'est gentil et très généreux de votre part d'être venu ici aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Puis, bravo à vous deux. Bravo à ce que vous faites. C'est bien de pouvoir donner aussi la parole et puis de la transmettre. Peu importe la différence des gens, justement, on est tous et toutes différents et c'est bien qu'il y a des gens qui vont s'attarder à ce que je dis, puis il y a d'autres que non. Et c'est tout à fait correct. On ne peut pas plaire à tout le monde, au contraire. Puis il faut être bien avec ça aussi. Il faut vraiment être bien avec ça aussi. Mais je vous remercie pour l'accueil, je vous remercie pour l'opportunité. Puis j'espère aussi vous recevoir un jour sur mon propre podcast. Bien. Ça serait un plaisir, au plaisir de se recroiser dans ce cas-là. On va se recroiser. Je vous souhaite santé. Merci. Et beaucoup de succès. Merci à vous deux. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.